La Russie a persisté à exporter et à vendre son pétrole brut au reste du monde malgré de nombreuses restrictions. Cependant, une part croissante de ses revenus était dépensée pour des navires de la flotte fantôme. Par conséquent, je pense que la flotte fantôme représente désormais environ 80% des revenus pétroliers de la Russie. C'est extrêmement dangereux et très grave. Plus de 100 tonnes de pétrole brut sont transportées par ces pétroliers. En outre, la majorité des pétroliers de la flotte fantôme sont assurés par des entreprises russes sans réassurance, ce qui signifie que les frais de nettoyage ne seront pas couverts financièrement en cas de catastrophe environnementale. L'argent a toujours été à la base des conflits. Comme l'a dit un jour Napoléon, une armée marche grâce à son estomac. Moscou a besoin de fonds pour maintenir son armée et fabriquer du matériel de guerre. La majorité des revenus de la Russie provient de l'exportation de gaz et de pétrole. Poutine n'a aucune raison de cesser le combat à moins que ses revenus ne soient considérablement réduits, malgré les pertes massives de la Russie sur le champ de bataille. C'est pourquoi les partisans de l'Ukraine au sein de l'UE et de l'OTAN ont redoublé d'efforts pour resserrer l'étau. La réduction de la dépendance de l'UE vis-à-vis du gaz russe était l'un des aspects de ce conflit. Le gazoduc de transit Urichkoï-Pomary-Oujhorod, qui achemine le gaz de Gazprom de la Sibérie à la Slovaquie, a été fermé par l'Ukraine au début de l'année. Cette action a effectivement mis fin à la part restante de 8% de la Russie sur le marché gazier de l'UE et a coûté à Gazprom plus de 8 milliards de dollars de bénéfices annuels. Cependant, le pétrole est la principale source de revenus de la Russie. Pour financer sa campagne de guerre en Ukraine, le Kremlin a retiré 16,4 milliards de dollars des ventes de pétrole l'année dernière. Par rapport à 2023, cela représente une augmentation de 5%. Moscou est capable de stabiliser le rouble, de gérer son déficit budgétaire et de maintenir une balance des paiements positive grâce à ses ventes de pétrole, ce qui lui donne les fonds nécessaires pour payer ses importations. La Chine, l'Inde et la Turquie sont de nouveaux clients pour le pétrole de Moscou. Compte tenu de ce marché, le G7 a longtemps cherché à empêcher la Russie d'obtenir facilement des services de transport maritime et d'assurance commerciaux internationaux afin d'acheminer son pétrole vers des clients étrangers. Cependant, pour contourner les restrictions, Moscou a construit une flotte fantôme d'au moins 848 pétroliers obsolètes. La compagnie maritime d'État Sovconflo possède une partie de cette flotte, bien que l'on ignore à qui appartiennent les autres navires. Les Émirats arabes unis, le Vietnam, les Seychelles et les îles Marshall font partie des nations qui ne participent pas à l'embargo et qui ont des pétroliers immatriculés sur leur territoire. Le Gabon, les îles Cook et le Panama figurent parmi les pavillons de complaisance qu'ils arborent. Cependant, l'équilibre est actuellement en train de changer rapidement. Le Panama s'apprête à frapper durement l'outil de transport d'énergie secret de Vladimir Poutine, la flotte fantôme. Comment ce vaste réseau de pétroliers que la Russie a mis en place pour contourner les sanctions est-il donc en danger? Comment le commerce pétrolier du Kremlin sera-t-il affecté par l'action du Panama? Regardez notre vidéo pour trouver des solutions à ces questions et à bien d'autres. Pour rester informé de nos publications, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de liker nos publications. Dans le cadre d'une répression contre les navires interdits, l'autorité maritime du Panama procède actuellement à la radiation de 128 navires. En utilisant sa flotte fantôme connectée à Moscou pour échapper aux sanctions occidentales, cette action nuit gravement aux tentatives de la Russie de continuer à exporter du pétrole. Le système de pavillon de complaisance du Panama a été utilisé par la Russie, qui a souffert des sanctions imposées après son invasion de l'Ukraine. Cependant, le Panama, qui abrite le plus grand registre maritime du monde, réagit à la pression internationale croissante pour s'attaquer aux pays sanctionnés comme l'Iran et la Russie. Au moins 70 pétroliers ont été retirés du registre depuis que le directeur général de la marine marchande Ramon Franco a promis l'année dernière de sanctionner les bateaux figurant sur la liste noire. Les lois ont réduit la période de radiation des navires de 6 mois à 1 semaine, ce qui pourrait coûter au Panama jusqu'à 2 millions de dollars de perte de revenus, selon Franco qui a déclaré que cette procédure se poursuivrait. Les responsables soulignent toutefois que le Panama ne maintiendrait pas sa neutralité face aux défis et aux sanctions de l'industrie. La Russie possède au moins 848 pétroliers dans sa flotte fantôme. Parmi ceux-ci, 385 sont des pétroliers et de produits pétroliers et 493 sont des navires de pétrole brut. Seuls 338 navires ont jusqu'à présent fait l'objet de sanctions de la part d'au moins l'une des principales nations sanctionnantes, qui comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'UE. Ces 4 juridictions n'ont sanctionné que 25 navires. Le réseau financier clandestin de Vladimir Poutine pourrait rencontrer des difficultés lorsque le Panama se joindra au mouvement de sanctions. En outre, les problèmes de la flotte fantôme russe ne s'arrêtent pas là.
Une opération allemande a réussi à intercepter un navire de la flotte fantôme russe transportant 100 tonnes de pétrole brut d'une valeur de 43 millions de dollars. Selon les informations disponibles, ce pétrolier fantôme et son contenu seront officiellement saisis par le gouvernement. Après avoir discuté de la manière de traiter le pétrolier chargé avec le gouvernement et d'autres ministères, les autorités douanières ont déclaré avoir entamé la confiscation légale le 14 mars. Cette mesure a été choisie par le gouvernement pour protester contre la Russie et la flotte fantôme après que le navire a été sanctionné par l'Union européenne en février 2025 pour avoir enfreint le prix plafond du G7 sur le pétrole russe. Environ 100 tonnes de pétrole brut d'une valeur de plus de 43 millions de dollars sont chargées dans le pétrolier. Les autorités organisent actuellement le sort du navire ainsi que la méthode et le lieu de déchargement du pétrole. Le pétrolier immatriculé au Panama, construit en 2006, a été découvert comme faisant partie de la flotte fantôme qui soutient le trafic pétrolier russe. Il a navigué avec le canal de Suez comme destination déclarée après avoir été chargé à Ust-Luga le 7 janvier. Le navire dérivait dans la Baltique 3 jours plus tard. Selon une analyse de ses registres, le navire n'avait pas d'adresse connue et appartenait à l'énigmatique Lalia Shipping depuis mai 2024. Dubaï était la base d'exploitation du navire. Selon certaines informations, le navire serait lié à Fractal Marine DMCC, une compagnie pétrolière basée à Dubaï qui est également active dans le commerce russe. Après avoir été informé que le moteur avait été réparé, le capitaine du navire aurait demandé l'autorisation de quitter l'Allemagne dans les jours suivants, mais selon le ministère, il avait placé le pétrolier en détention et examiné ses dossiers. Le navire fait partie d'un réseau plus large d'activités qui facilite le commerce du pétrole et peut-être même des actions militaires, ce qui en fait plus qu'une simple coque flottante. En plus de faire partiellement avancer les objectifs russes, la flotte fantôme a été critiquée pour avoir prétendument causé des dommages aux infrastructures sous-marines, y compris aux pipelines et aux câbles internet, une accusation qui complique encore la situation géopolitique. Comme la meilleure façon de pomper correctement le pétrole brut des réserves d'Eventing reste à déterminer, le fardeau de ces efforts repose principalement sur les autorités allemandes. Le gouvernement du Mecklembourg-Poméranie occidental, qui est responsable de la région, est impatient d'accélérer la procédure, en partie pour atténuer les effets négatifs potentiels sur l'économie et le tourisme locaux. Les effets de cette saisie vont au-delà d'un seul navire et de son contenu. Les efforts en cours pour examiner les flottes fantômes impliquent une approche plus globale pour décourager de telles opérations à l'avenir. Ces restrictions strictes ont pour but de faire clairement comprendre à la Russie le message que le gouvernement envoie à propos de ses activités dans la région, comme l'ont déclaré des responsables gouvernementaux. En outre, l'Allemagne n'a pas été le seul pays à prendre des mesures contre la flotte fantôme. Le Canada a choqué le monde entier en imposant l'une des sanctions les plus sévères à la Russie. Plus de 100 pétroliers fantômes de la Fédération de Russie et plus de 70 personnes et entreprises sont soumis aux nouvelles restrictions. Les restrictions s'appliquent à 109 navires de la flotte fantôme russe, dont le plus ancien a été construit en 1978. 8 navires transférant des armes d'Iran et de Corée du Nord vers la Russie, 9 méthaniers transportant du GNL vers des pays tiers et 92 pétroliers transportant du pétrole russe vers des pays étrangers ont été concernés par ces restrictions. La Finlande a pris une nouvelle mesure contre la marine fantôme russe. En mer Baltique, l'administration d'Helsinki a déclaré avoir intercepté un pétrolier russe soupçonné d'interférer avec les communications sous-marines et les lignes électriques entre la Finlande et l'Estonie. Les gardes-côtes finlandais auraient arraisonné le pétrolier et l'auraient remorqué jusqu'aux eaux territoriales finlandaises. Le navire, baptisé Eagle S, battait pavillon des îles Cook. Lors d'une conférence de presse, le Bureau national d'enquête finlandais a déclaré que l'ancre du navire avait causé des dommages et qu'ils enquêtaient sur un sabotage de grande ampleur. Outre deux importantes sociétés pétrolières russes, Gazprom Neft et Surgutneftgaz, ainsi que des négociants en pétrole, des fournisseurs de champs pétrolifères et 24 filiales russes, les États-Unis ont imposé des sanctions à 183 navires de leur flotte fantôme. Le département d'État a ciblé les exportations russes de GNL et en plus des actions du département du Trésor, il a dévoilé son propre ensemble de sanctions contre 80 personnes, dont une association de l'industrie minière et métallurgique. La société publique d'énergie atomique Rosatom a été la cible de sanctions supplémentaires. Les États-Unis ont attendu un certain temps avant de resserrer leur étau énergétique sur Moscou. Cependant, le secrétaire d'État adjoint américain aux ressources énergétiques a précisé que Washington était désormais plus sûr de pouvoir contrôler la hausse des prix du pétrole provoquée par ces sanctions. Cela est dû à l'arrivée de nouveaux approvisionnements en pétrole en provenance du Moyen-Orient, du Brésil, du Canada, de Guyane et des États-Unis. Washington a imposé des sanctions comparables et le Royaume-Uni a fait de même. Selon le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, chaque rouble que nous retirons à Poutine permettrait de sauver des vies en Ukraine et la lutte contre les sociétés pétrolières russes épuisera les réserves de guerre de la Russie.
Cependant, aucune action n'a été aussi surprenante que celle de la Chine. En vertu des sanctions américaines, l'un des plus grands opérateurs portuaires de Pékin a interdit aux pétroliers russes d'accoster dans les installations de la province du Shandong dans l'est de la Chine. Depuis que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a inscrit les navires sur une liste de sanctions, ils ne sont plus autorisés à accoster dans les ports chinois, à décharger des marchandises ou à recevoir des services. L'une des mesures chinoises les plus sévères contre la flotte fantôme de Vladimir Poutine qui viole les sanctions est celle-ci. Au-delà de ces actions, la Chine s'est toutefois engagée à s'établir à l'échelle mondiale. Le canal de Panama fait l'objet d'un conflit féroce entre les États-Unis et le gouvernement de Pékin. Sans aucun doute, le canal est devenu le principal objet de la rivalité sino-américaine qui se manifeste par des tensions géopolitiques, diplomatiques et économiques. La Chine n'a cessé d'étendre son influence au Panama depuis le transfert du canal, saisissant les opportunités offertes par le désengagement des États-Unis et la libéralisation économique du Panama. Lorsque le Panama a officiellement établi des relations avec Pékin en 2017 et rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan, cela a marqué un changement radical. Dans le cadre de l'initiative Belt and Road, cette décision a permis à la Chine de dépenser massivement, notamment dans les zones de libre-échange et les installations portuaires entourant le canal. Face à l'influence croissante de la Chine, Washington a rapidement réagi en augmentant la pression en 2018 et 2019 pour limiter les développements chinois dans la région et sauvegarder les intérêts stratégiques et commerciaux des États-Unis. Les choix stratégiques du Panama sont donc fortement influencés par le conflit sino-américain. La Chine continue de jouer un rôle important malgré les récentes actions de l'administration du président José Raúl Mulino en faveur des intérêts américains. Il s'agit d'un investissement important dans de nombreux secteurs de l'économie panaméenne et le deuxième utilisateur du canal. L'acquisition de Seiki a intensifié ce conflit géopolitique ces derniers jours. Le géant financier américain BlackRock détient des parts dans Hutchison Holdings, dans les ports de Balboa et de Cristobal. Cette transaction, qui a été annoncée dans une déclaration commune le 4 mars 2025, représente un changement majeur par rapport à la participation chinoise dans l'infrastructure clé du canal et un renforcement de la puissance américaine. BlackRock a résisté à ce que Washington considérait comme l'influence croissante de la Chine sur ce centre commercial maritime crucial en sécurisant ses actifs portuaires. Donald Trump a rapidement salué la transaction de 22,8 milliards de dollars, la qualifiant de reconquête du canal par les États-Unis. Cependant, ce point de vue a rapidement été tempéré par le gouvernement panaméen. Le président José Raúl Mulino a souligné que l'accord était une entreprise économique privée et ne compromettait en aucune façon le contrôle du Panama sur le canal ou les infrastructures portuaires. Cet épisode met en lumière la situation précaire du Panama, pris entre deux pays qui se disputent le contrôle d'une ressource maritime importante. Bien que la nation ait déclaré vouloir maintenir son indépendance, les circonstances géopolitiques et économiques l'obligent à trouver un équilibre entre la pression des États-Unis et la préservation de ses liens économiques avec la Chine. Plus généralement, le plan de Washington visant à renforcer sa position et à contrer l'influence croissante de la Chine sur les infrastructures commerciales mondiales vitales a été soutenu par l'achat des ports par BlackRock et l'investissement de 20 milliards de dollars aux États-Unis le 6 mars par le géant français du transport maritime CMA-CGM pour moderniser les infrastructures portuaires et augmenter sa flotte battant pavillon américain. Ces efforts ont été lancés à la suite de l'annonce par l'administration Trump d'une augmentation des taxes pouvant atteindre 1,5 million de dollars par poste d'amarrage pour les navires construits en Chine qui accostent dans les ports américains. Afin de respecter les nouvelles règles et de réduire sa dépendance vis-à-vis des chantiers navals chinois, CMA-CGM a été contraint par cette politique d'accroître sa présence aux États-Unis. Pourquoi le canal de Panama est-il une infrastructure cruciale pour l'économie mondiale et un emplacement stratégique clé pour les États-Unis ? En reliant les océans Atlantique et Pacifique et en évitant la route longue et coûteuse du Cap Horn, le canal de Panama est une infrastructure vitale pour le commerce maritime international. Cette route facilite le transport des matières premières et des produits manufacturés, représentant environ 5 à 6% de l'ensemble du commerce maritime mondial. Il est particulièrement important pour les États-Unis qui l'ont construit entre 1904 et 1914 et en ont supervisé la gestion au cours du XXe siècle jusqu'à ce que les traités Tarijos-Carter signés en 1977 le cèdent au Panama en 1999. L'autorité du canal de Panama, une entité indépendante distincte du gouvernement panaméen, est chargée de sa gestion depuis le transfert. La reconnaissance de ce canal comme un bien national inaliénable par la Constitution garantit que sa gestion continuera à relever de la seule juridiction du Panama. Néanmoins, les États-Unis le considèrent
toujours comme un élément crucial de leur sécurité économique et de leur puissance en Amérique latine. Le canal sert de voie de passage vitale pour les importations et les exportations américaines, reliant les côtes est et ouest du pays, ainsi que l'est de l'Amérique et l'Asie et l'Europe. Plus de 70% des marchandises qui transitent par le canal proviennent, tous sont destinés à un port des États-Unis. Washington utilise donc largement le canal. La marine américaine peut rapidement déplacer des navires entre l'Atlantique et le Pacifique grâce au canal de Panama qui constitue également un élément essentiel de la stratégie navale américaine. Outre cette dépendance vis-à-vis du canal, une plus grande attention est accordée à sa gestion et à son contrôle. Les États-Unis continuent donc de contribuer à la sécurité et à la neutralité du canal conformément aux principes énoncés dans les traités Torrijos-Carter ainsi qu'à son intérêt stratégique pour garantir la libre circulation des marchandises et contrecarrer toute ingérence étrangère susceptible de nuire à son fonctionnement. Cette attention va au-delà de la défense des voies maritimes pour inclure la surveillance de l'influence politique et économique étrangère. En conclusion, le canal de Panama est au centre des conflits géopolitiques et économiques entre les grands pays. En plus d'être l'un des principaux canaux du commerce international, l'importance stratégique du Panama est renforcée par la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et la complexité géopolitique de la région est encore aggravée par le problème de la flotte fantôme russe. Afin de faire davantage pression sur Moscou, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions aux pétroliers russes qui transitent par le Panama. Cependant, la Russie cherche d'autres débouchés commerciaux en raison de l'adhésion du Panama à ces sanctions et des acteurs puissants comme la Chine tentent également de faire pencher la balance en sa faveur. En augmentant ses investissements et son poids économique dans la région, la Chine en particulier a maintenu sa position de premier partenaire commercial du Panama. Le gouvernement de Washington veut conserver son pouvoir sur le Panama afin de préserver ses intérêts économiques et sécuritaires, même si cela est considéré comme une menace pour les États-Unis. Cependant, les flux énergétiques mondiaux sont directement affectés par les restrictions imposées au passage des pétroliers qui tentent de contourner les sanctions en empruntant le canal de Panama, également appelé la flotte fantôme de la Russie. Par conséquent, le canal de Panama est aujourd'hui essentiel pour le commerce et symbolise la concurrence entre les grandes nations. La neutralité du Panama est mise à l'épreuve à un moment où les intérêts des États-Unis, de la Chine et de la Russie s'affrontent. Cependant, à long terme, les décisions politiques du Panama seront influencées par les plans énergétiques de la Russie, l'influence régionale de la Chine et les sanctions occidentales. La solution à cette équation complexe est cruciale pour l'économie mondiale et les équilibres géopolitiques, en plus des entités régionales